Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là, toujours fidèles à notre programme de Bonjour d'Algérie. Nous sommes donc le mercredi 27 février. Nous serons ensemble jusqu'à 9h30 avec bien sûr les rubriques habituelles du mercredi matin et bien entendu des plateaux très intéressants. Et nous allons bien sûr aborder plusieurs thématiques. Nous allons commencer par bien sûr la météo et juste après le flash d'information présenté par Najma Herj ainsi que l'invité de la matinale. Najma Herj aujourd'hui recevra Monsieur Hachi, Slimane Hachi, qui sera donc notre invité du Bonjour d'Algérie, l'invité de la matinale principale. Nous aurons également le plaisir de retrouver les deux rubriques habituelles du mercredi matin, à savoir la rubrique Start-up avec Kamel Soui. Il recevra donc le président du club scientifique CIC de l'université de Blida. Et nous aurons aussi le plaisir de recevoir aussi un chercheur dans la rubrique Environnement avec Hamid Belkhassam. Il s'agira donc du docteur Amin Quadri, donc représentant du CDER, pour nous parler de l'exploitation du silicium. Nous allons revenir aussi sur cette journée mondiale donc des maladies rares. Ça sera célébré demain à travers le monde entier. Nous arrêterons sur certaines maladies avec le docteur Mohamed Tahar Hamlaoui qui viendra nous en parler en détail. Et nous terminerons l'émission en musique avec un artiste qui a sillonné un petit peu le monde à travers donc sa chanson et son chant et son amour pour la musique algérienne, notamment le raï. Nous ferons connaissance avec lui. Il viendra nous présenter bien sûr son tout dernier album. Il s'agit de Si Kamel qui sera avec nous tout à l'heure en fin d'émission. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Et sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Mina Abed pour la météo. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Nous avons le plaisir de la retrouver également chaque mercredi matin. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Le temps va être sage, clément? Oui, un petit On peu. vous écoute. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Et très bon réveil. Eh bien, cette début de matinée, on aura de la brume, quelques nuages bas sur l'ensemble des régions nord. Et puis, le ciel restera plutôt dégagé pour le reste de la journée. Sur la partie sud, on notera quelques passages nuageux, notamment sur le nord Sahara, les oasis, le Sahara oriental avec quelques pluies en journée. Ça va s'améliorer progressivement en début de soirée. Du soleil, bien sûr, vers l'extrême sud, le Hogar et le Tassili. On notera de fréquences sous la monte de sable, notamment sur le Sahara central et le sud-ouest. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 17 degrés à Alger, 15 degrés à Annaba, on notera 11 degrés à Sétif, 15 à Tizi Ouzou, 14 degrés à Gardaya, 18 à Béchar, 25 degrés à Tindouf, 19 degrés à Adrar, 20 degrés à Ain Salah et enfin 31 degrés, ça sera la maximale à Porte du Mokhtar et Ngazam. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, il y a bien entré un ciel plutôt couvert, notamment à Oslo, Helsinki, Varsovie, Prague ou encore Bucarest, Athènes. Beaucoup de brume, de brouillard à Paris, un ciel dégagé à Bordeaux, Marseille, Berne, Berlin. Côté Mercure, on notera 17 degrés à Londres, 14 degrés à Dublin, 18 à Paris, 24 degrés à Bordeaux, 17 à Lisbonne, 19 degrés à Madrid, 18 à Marseille, 15 à Prague, 6 degrés seulement à Oslo et enfin 5 degrés à Helsinki. On passe tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Et par Mina Abed, bien sûr. Merci beaucoup, Mina. Merci à vous. Bonne journée. Donc, Bonne vous journée. avez annoncé des températures de saison. Voilà, Tout, tout à fait. simplement, voilà, tout calmement. Merci. Bonne journée à tout à Bonne l'heure, journée. midi et Midi, 19h 19h. pour d'autres bulletins météo. On va retrouver donc Najma Herj dans un tout petit moment pour son flash d'information. On se retrouve juste après ça.
Donc, tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité internationale et nationale présenté par Nejma Herj. Bonjour Nejma. Bonjour Nejma. Bonjour Ahmed. Bonjour Ahmed, bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, à la PN, poursuite des débats sur la déclaration de la politique générale et au Conseil de la Nation, séance plénière consacrée à l'installation des 2 vice-présidents du Conseil. Et à Annaba, ouverture aujourd'hui de la 14e édition de l'Université africaine des notaires sous le thème du rôle du notaire dans la promotion de l'investissement et la relance économique avec la participation de 19 pays africains. Les travaux de cette 14e édition seront ouverts par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Taïeb Louh. Toujours à Annaba, donc le ministre doit inaugurer également un nouveau siège de la cour de Annaba avant de procéder à la pose de la première pierre de la maison de l'avocat. Et à Ouergla, commémoration du 50e anniversaire des manifestations populaires du 27 février 1962, aujourd'hui prévu en présence du ministre des Moudjahidines, ce qui sera donc suivi par une conférence sur ces événements qui se tiendra à la Maison de la Culture Moufdi Zakaria. Et à Tamanrasset est prévu un séminaire international sur la protection juridique de l'environnement naturel entre réglementation, réalité et nouveauté. Ça se passe au centre universitaire Hadj Moussa Ahamour, donc au centre de la ville de Tamanrasset, et à Smara, au camp de réfugiés sahraouis. Célébration du 43e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. À Boumerdes est prévu également aujourd'hui colloque national ayant pour thème informel en Algérie, pratique et exigences de traitement. Donc ça se passe aujourd'hui et demain à l'université Mohamed Bougara. Sur la scène internationale, 2e sommet prévu aujourd'hui entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen en vue de discuter notamment sur la dénucléarisation dans la péninsule coréenne. À Tripoli, le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Faiz Sarraj, poursuit ses rencontres au plan international pour davantage de soutien au processus de règlement de la crise libyenne au moment où il intensifie ses activités au plan interne pour un maximum de prise en charge des besoins des populations. Union européenne, Royaume-Uni, date limite fixée par Theresa May pour trouver une issue sur les nouvelles négociations sur le Brexit, alors qu'elle a promis la tenue d'ici au 12 mars prochain, un vote des députés britanniques sur l'accord qu'elle tente de renégocier avec Bruxelles. Sport, bien sûr, football, Coupe d'Algérie. Le quart de finale retour est prévu entre l'entente de Sétif, l'USM Annaba au stade de 8 mai 45 à partir de 17h. Sèchement battu au match aller 2-0. En déplacement, l'entente de Sétif tentera donc de renverser la vapeur pour espérer passer au dernier carré de l'épreuve populaire. Du côté de l'USM Annaba, la mobilisation est à son comble pour faire tomber l'un des spécialistes de Dame Coupe. Voilà ce qu'il y avait dans l'actualité, mais ce n'est pas tout. La ville de Tizi Ouzou abrite depuis hier à la Maison de la Culture les activités commémoratives du 30e anniversaire de la disparition de l'écrivain et chercheur de la littérature et culture amazigh Mouloud Mamri, où un riche programme a été mis en place. Donc les activités qui se poursuivent aujourd'hui et demain pour rendre hommage à ce monument de la mazérité. Nous lui rendons également hommage dans l'invité de la matinale et pour ce faire avec nous présent Monsieur Slimane Hachi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes directeur du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique en Algérie. Vous êtes également chercheur et professeur dans plusieurs universités. Vous avez connu Mouloud Mamri. Quel honneur
Quelle chance. On voudrait ce matin connaître l'ami Mouloud Mamri, parce que l'écrivain n'est plus à présenter aujourd'hui, Monsieur Slimane Hachi. Merci Nejma. C'est toujours un bonheur et un honneur pour moi de venir à la télévision pour parler de sujets passionnants, de sujets intéressants à la culture, intéressants à l'histoire, la préhistoire, l'archéologie de cette belle partie du monde. Je voudrais rectifier quelque chose que vous avez dit. Je ne suis plus directeur du CNRPH. J'y suis toujours comme chercheur, mais en ce moment, je m'occupe de la mise en place et de la mise en œuvre d'un centre qui vient d'être créé sous l'égide de l'UNESCO, qui va s'occuper de la sauvegarde et de la préservation du patrimoine culturel immatériel pour le continent africain. Un centre africain sous l'égide de l'UNESCO. C'est un centre qui a un conseil d'administration internationale et qui va œuvrer en faveur au bénéfice de l'Afrique, en fait. En fait, ce que nous faisions au CNRPH, il nous est demandé, ce que nous faisions au CNRPH pour l'Algérie, il nous est demandé maintenant de le faire pour l'Afrique. C'est énorme, c'est immense, mais c'est un grand honneur, un privilège que l'Algérie ait eu l'accord de l'UNESCO et que l'Algérie ait été choisie par l'UNESCO pour abriter ce centre. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est Mouloud Mamri. Autant dit, ce n'est pas le sujet, c'est pas tellement vrai, parce que c'est vraiment le sujet. C'est vraiment le sujet. Mouloud Mamri, vous l'avez dit, est un écrivain connu, mondialement connu, traduit dans plusieurs langues, qui se distingue par une belle écriture, par essentiellement les 4 romans qu'on lui connaît, que sont La colline, Le sommet du juste, L'opium et le bâton et La traversée. Il a aussi fait du théâtre, il a écrit des pièces de théâtre aussi, il a écrit un certain nombre de nouvelles, il a fait de très beaux entretiens avec d'autres écrivains, d'autres penseurs. Tout cela, c'est son œuvre littéraire. Mais Mamri est également connu comme chercheur, comme universitaire, comme savant. Anthropologue de la culture de son peuple, hein, mais de la culture mondiale, universelle. Mamri a eu plusieurs étapes dans sa vie, n'est-ce pas? Il a eu l'étape de commencement de professeur de littérature dans un certain nombre de lycées, le lycée de Ben Aknoun, le lycée de Médéa, puis il est passé à l'université où il a enseigné pendant un certain nombre d'années. Il a enseigné juste après l'indépendance, il a enseigné au département de sciences humaines, n'est-ce pas, dans les humanités, où il s'occupait d'enseignement d'ethnographie, d'ethnologie et d'anthropologie. Et c'est là qu'il a développé, à l'université d'Alger, un cours spécifique, un cours de berbère, d'enseignement du berbère. Et cet enseignement, il le dispensait à partir d'une grammaire qu'il avait élaborée. Il a mis des années. Il y avait des grammaires du berbère, mais des grammaires plus ou moins complètes, plus ou moins efficaces, plus ou moins pertinentes. Mamri a monté une grammaire, une vraie grammaire du berbère, s'appuyant sur ses prédécesseurs, s'appuyant sur Boulifa, Ben Sedira, etc. Mais lui, il a monté une véritable grammaire qui est aujourd'hui utilisée, hein, qui est celle qui est utilisée dans l'enseignement, aussi bien dans l'enseignement universitaire que dans l'enseignement dans les écoles, les collèges et les lycées. Tout à fait. Il a également créé des glossaires, c'est-à-dire des dictionnaires spécialisés du berbère. Mais l'œuvre importante de Mamri en matière d'anthropologie, c'est une œuvre esthétique. Hein, parce qu'il était convaincu, il savait, il avait fait des lettres, il avait fait de très bonnes et de très hautes études de littérature et de lettres. Il savait qu'une culture, une civilisation repose d'abord sur des faits esthétiques, sur des faits d'art, des faits esthétiques. Regardons autour de nous. La Grèce continue d'exister, Rome continue d'exister parce qu'elle repose sur Homère, sur l'Iliade et l'Odyssée, sur des œuvres esthétiques profondes,
prenons la Finlande, qui repose dans la nation, repose sur un très long texte, un très long poème qui s'appelle le Kalevala. Donc c'est ce qu'a essayé de recréer Mamri en allant recueillir la poésie de Si Mohand, en allant recueillir la poésie de Cheikh Mohamed El Hussein, des poètes kabyles anciens, en allant recueillir toute cette œuvre esthétique communautaire, collective, qui s'inspirait entre autres de la société, de la société, bien sûr, de la société algérienne, de la société maghrébine. De la culture voilà, il n'était pas tout à fait accroché à son rocher de montagne. Il était d'abord algérien, maghrébin et universel. Sa pensée l'a conduit à l'universalité. C'est ce que nous allons essayer de montrer. Vous savez, quand il enseignait à l'université d'Alger, il était en même temps chercheur au CRAP et il en est devenu le directeur. Le CRAP qui est l'ancêtre du CNRPH d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Il en est devenu le directeur en 1969. De 69 à 79-80, c'est là qu'il a déployé tout ce qu'il voulait faire en matière de recherche anthropologique. C'est là où il a entamé ses premières recherches, c'est ça? C'est là qu'il a explosé, on va dire ça comme ça. C'est là qu'il a eu le plein rendement de son activité de chercheur. Par la suite aussi, mais c'est là que ça a commencé, c'est au CRAP que ça a commencé. Il s'est investi dès le début des années 70 dans une région qui était le Gourara, dans la région de Timimoun. Il s'est investi dans cette région en essayant de collecter tout ce qui pouvait l'être, la littérature orale, la poésie, les chants, les danses, les pratiques anthropologiques, les pratiques sociales, les pratiques religieuses, la langue, le zénet. Il a essayé de circonscrire cette société qui était, à l'époque, au début des années 70, un peu hors d'atteinte du monde, quoi. Et cette évolution quasiment en isolat de cette population lui a permis d'étudier, de connaître une société, de connaître un groupe, de connaître une population, une culture, et de la connaître au plus près, dans sa grande intimité, n'est-ce pas? On peut dire que les Halil classé patrimoine par l'UNESCO est un peu grâce à lui, monsieur. Un peu beaucoup, grâce à lui, bien sûr. Il a recueilli des Halil qu'il a publiés, dans des articles, dans des livres, etc. Mais c'est surtout la réflexion sur ces Halil-là, les études qu'il a conduites, les équipes de recherche qu'il a montées autour de cette équipe, autour de ce sujet du Gourara, autour des Zénètes. C'est les gens qui l'ont accompagné, les gens de Timimoun, notamment Moulay Slimane, qui vient de nous quitter. Nous voudrions rendre hommage au même à cette occasion, à lui aussi, à Moulay Slimane. Et tout cela, il a fait en montant des équipes de chercheurs. Il y avait des chercheurs qui étaient spécialisés en ethnomusicologie, qui recueillaient des chants. Il y avait des jeunes chercheurs qu'il commençait à lancer, n'est-ce pas? Notamment quelqu'un qui est aujourd'hui un monsieur extrêmement productif, qui s'appelle Rachid Bellil, qui a continué sur le Gourara, qui a continué à travailler sur les zénètes, et c'est lui qui a monté, que j'avais chargé à l'époque de monter le dossier sur la Halil en s'inspirant des travaux de Mamri et de ses propres travaux à lui pour faire admettre par l'UNESCO cet élément culturel, cet élément du patrimoine culturel immatériel au titre du patrimoine de l'humanité, excusez du peu. Oui, monsieur Slimane Haji, vous qui avez connu personnellement monsieur Mouloud Mamri, à votre avis, pourquoi son choix a été porté sur cette région du sud du pays? Parce qu'il aimait beaucoup le Sahara. Il avait travaillé d'abord, il connaissait bien le monde touareg, par exemple, pour avoir travaillé sur les dictionnaires du père de Foucault. Il avait travaillé avec Jean-Marie Cortade pour faire le dictionnaire inverse, c'est-à-dire français touareg. Donc il connaissait bien les sociétés sahariennes et il s'est baladé partout. Il a été dans le Tassili des Agères, où à la même époque, au milieu des années 70, une belle grotte néolithique avait été
découverte, qu'on appelle Tinanakaten, et cette grotte a été fouillée et elle a donné des résultats fouillés par le CRAP à l'époque. Donc il avait relancé dès son arrivée. Quand il est arrivé à la tête du CRAP en 69, il n'y avait rien. Les Français étaient partis. Il restait quelques chercheurs. Le dernier directeur français qui restait jusqu'en 69, Gabriel Camps, est parti. Un certain nombre de chercheurs sont partis. Quand il est arrivé à la tête du CRAP, il lui fallait tout construire, tout reconstruire. C'est lui qui a algérianisé la recherche en anthropologie, la recherche en préhistoire, la recherche en sciences humaines en Algérie. C'est lui qui a recruté les premiers jeunes chercheurs, aussi bien en histoire qu'en anthropologie, qu'en sociologie, qu'en archéologie, qu'en préhistoire, tant et si bien qu'aujourd'hui, ceux qui vous parleront de ces choses-là sont ceux qui étaient jeunes étudiants à l'époque où il était directeur et qu'il avait connu, qu'il recevait au CRAP, qu'il avait recruté au CRAP, qu'il a envoyé faire des DEA, des doctorats, etc., dont votre interlocuteur d'aujourd'hui. Voilà. Et c'est tout cela à Mamri. Moi, j'ai connu un monsieur immense, mais en même temps d'une très grande modestie, d'un excellent abord. C'est quelqu'un qui vous rendait intelligent, qui écoute. Qui écoutait même si vous dites des bêtises ou des petites choses, il vous donnait l'impression d'avoir découvert le fil à couper le beurre ou que sais-je encore. Donc il vous rendait intelligent par l'attention qu'il portait aux gens, par l'attention qu'il portait aux choses humaines. C'était un grand humaniste et un grand spécialiste des sciences humaines. Et qui demeure toujours la référence de notre littérature et culture algérienne. Mais mondialement, aussi bien pour ses travaux de littérature, pour ses œuvres de création, théâtre et romans, mais également pour son œuvre scientifique. Son œuvre scientifique est immense et aujourd'hui sert de référence à beaucoup de monde dans le monde, à beaucoup d'institutions. Nous allons en parler. Vous savez, par exemple, une grande et honorable institution mondiale comme l'UNESCO. L'UNESCO, qui est une organisation du système des Nations Unies, qui regroupe plus de 180 États en son sein, et qui s'occupe de culture, de sciences et d'éducation. S'agissant de la culture, l'UNESCO dispose de 2 grandes conventions internationales ratifiées par un grand nombre de pays, donc qui sont à l'œuvre quasiment du point de vue universel. Ces 2 conventions, la première, c'est celle qu'on appelle la Convention de 72, qui s'occupe du patrimoine matériel. Le patrimoine matériel, c'est-à-dire comme Tipaza, Djemila, la vallée du Mzab pour nous, c'est-à-dire des choses qui, dans le passé, laissent des traces matérielles qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut palper, etc. Mais au bout d'un certain nombre d'années de mise en œuvre de cette convention, à partir de l'année 72, l'UNESCO s'est rendu compte que des pans entiers du patrimoine culturel n'étaient pas pris en charge, n'étaient pas réglés par cette convention. C'est tout le volet immatériel de la culture, du patrimoine, des héritages culturels. C'est tout ce volet patrimoine qu'une convention est venue prendre en charge à partir de l'année 2003. En fait, sous la direction générale de Matsuhara, Koichiro Matsuhara, japonais, dans les années, fin des années 90, début des années 2000, c'est un japonais. Un japonais, il sait ce que c'est que la culture, il sait ce que c'est que le patrimoine. Pourquoi ? Parce que le Japon était par terre en 1945. Il y a eu 2 bombes atomiques, Hiroshima, Nagasaki. Donc le Japon était quasiment anéanti. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Japonais ? Ils se sont retournés sur leur culture, sur les legs culturels, sur les héritages culturels. Ils ont pris tous les décrets nécessaires, tous les arrêtés, toutes les circulaires, tous les textes. Ils ont déployé toute une activité des ministères
pour pouvoir récupérer tout ce qu'ils avaient comme culture héritée, à partir desquels ils ont fini par rebondir. Aujourd'hui, le Japon est le Japon, n'est-ce pas? Ça a été un peu le cas de Mouloud Mamri, n'est-ce pas? Lui qui a vécu les deux guerres mondiales et la guerre de libération, et qui disait qu'il était convaincu que le patrimoine, c'est le patrimoine qui réalisait l'unité nationale. C'est la culture, bien sûr, bien sûr. Il a vécu la Première Guerre mondiale, il est né pendant la Première Guerre mondiale. Il a vécu la Deuxième Guerre mondiale comme engagé. Il était au front d'ailleurs. Le sommeil du juste parle c'est quasiment, il y a beaucoup d'aspects autobiographiques dans le sommeil du juste, de sa mobilisation pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est surtout pendant la guerre de libération que Mouloud Mamri était un écrivain, un penseur amplement engagé. Il alimentait les discussions à l'ONU par des textes. Par le biais d'un certain nombre de camarades de lutte, de dirigeants du FLN, ALN, il faisait parvenir à l'ONU des correspondances, des textes qui servaient, qui alimentaient les discours de la délégation, la réflexion et les discours de la délégation algérienne. Et qui dénonçait aussi le colonialisme français. Bien sûr. Relisez la lettre la réponse qu'il avait faite à Jean Sénac. Jean Sénac lui a écrit un jour pour lui demander un article et il lui répond dans une lettre magistrale où il lui dit « Ta lettre m'a fait l'effet de venir de Sirius, tant ici les préoccupations m'en semblent étrangères. Il y a encore des lieux où l'on s'occupe de choses aussi exquisément inutiles que la littérature et les littérateurs. Vous êtes d'heureux hommes sur les bords de la Seine. Ici, des hommes meurent. » Il parlait de l'Algérie. Donc il parlait de l'Algérie colonisée et de la lutte de libération et du peuple qui s'était engagé à récupérer sa liberté et sa dignité. Et Mamri était en plein là-dedans, il était là-dedans. Il a été exfiltré en 1957-58 vers le Maroc, grâce à des pétitions d'écrivains, grâce à des pétitions de penseurs européens, français essentiellement. Donc voilà un peu l'histoire de Mamri, l'histoire de l'homme, mais il y a aussi l'histoire du savant, de ce qu'il a mis en place comme pionnier. Et quand on est pionnier, on est forcément seul. Il était seul. Et il a supporté beaucoup de bêtises, beaucoup de stupidités, beaucoup d'attaques stupides, ignorantes. Il a supporté tout ça, il a continué son chemin, il a continué à travailler, tant et si bien qu'aujourd'hui, la convention de 2003, celle dont je parlais, qui a été mise en place qui a été décidée par Koichiro Matsuhara, dont la rédaction a été confiée à un Algérien, parce que le Japonais savait ce que l'Algérie venait de vivre, savait la colonisation, la période de 90, tout cela, il savait que l'Algérie pouvait être le pays, pouvait être l'histoire, pouvait être le peuple qui pouvait conduire une belle convention de récupération de sa culture, de récupération de son héritage culturel. Tant et si bien que cette convention de 2003, à laquelle les Algériens ont participé, à la rédaction de laquelle les experts algériens envoyés par le ministère de la Culture, dont moi-même, modestement, nous avons participé à la rédaction de cette convention qui a été adoptée par l'humanité dès octobre 2003. L'Algérie l'a ratifiée en 2004 comme premier État au monde. Peu de gens le savent, il faut le savoir, il faut le dire, que l'Algérie a ratifié cette convention de 2003 dès février 2004 comme premier État au monde. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a 177 États
qui ont ratifié cette convention. 177 États, l'Algérie, premier État au monde à avoir ratifié cette convention. C'est énorme. Pourquoi? Parce que la définition que donne cette convention du patrimoine culturel immatériel, le mot patrimoine, qui est une expression française, veut dire étymologiquement héritage paternel. Mais nous savons très bien que, chez nous en tout cas, dans les pays du Sud, les héritages sont surtout, des héritages culturels, sont surtout maternels, n'est-ce pas? D'ailleurs, la conférence africaine des humanités, qui s'est tenue en mai dernier à Bamako, a décidé de ne plus parler en français du patrimoine, mais du patrimoine. Mais ce problème est réglé par l'expression anglo-saxonne qui parle de cultural heritage, c'est-à-dire les héritages culturels. Parce que, comme vous le savez, la culture repose sur deux piliers, hein. La culture héritée et la culture créée. La culture héritée, ce sont ces héritages, ces fameux héritages culturels qui sont à la fois matériels et immatériels. Et la création culturelle, la création qui ne peut pas se faire sans se référer ou sans référer à ces cultures héritées. Vous ne pouvez pas créer ex nihilo. Vous ne pouvez pas créer une musique sans référer ou sans se référer à quelque chose qui a préexisté, qui a existé avant vous. On peut faire du reggae moderne, mais c'est du reggae. On peut faire du rail moderne, mais c'est du rail. Justement, voilà. Monsieur Slimane Hadji, vous avez parlé tout à l'heure du Centre africain aussi de sauvegarde du patrimoine qui a été créé dans le cadre du contrat signé en 2015 avec l'UNESCO. Quels seront les dossiers que vous allez proposer justement par rapport au patrimoine? Je voudrais vous dire, et le dire ce matin, que tout ce dont nous parlons, Mamri l'a pressenti. Mamri a œuvré. Quand je parlais tout à l'heure de cette population zénète qu'il a investie, qu'il a étudiée, qu'il a essayé de connaître au plus près, il ne l'a pas fait seulement pour les zénètes. Il l'a fait pour le prendre comme cas à transposer à la totalité de l'Algérie. Évidemment, avec des caractères spécifiques, cas à transposer à l'étendue du Maghreb, cas à transposer à l'Afrique et au monde. C'est pour cela que, aujourd'hui, l'Algérie qui a ratifié cette convention, le monde qui l'a ratifié, reconnaît, l'UNESCO vient de reconnaître à l'Algérie, grâce à ces travaux-là, grâce à ces travaux de pionniers, Mamri, Boulifa, Ben Chneb, Ben Sedira au XIXe siècle, etc. Grâce à ces travaux de gens qui, souvent seuls, souvent sans autorisation, sans imprimature, sans être aidés, soutenus, sans rencontrer d'enthousiasme autour d'eux, ces gens-là ont fait leur bonhomme de chemin pour des choses qui aujourd'hui sont reprises à l'universel. C'est ça la pensée. La pensée germe toujours dans quelques cerveaux avant de devenir contagieuse, avant de s'étendre à l'humanité entière. Aujourd'hui, ce que Mamri a fait s'étend à l'humanité entière grâce à des gens, grâce à ces organisations, grâce à la ténacité, grâce à l'enthousiasme des belles choses de la vie, des belles choses de l'humanité, des choses auxquelles on s'accroche, des choses qu'on aime, des choses qui nous passionnent. Grâce à tout cela, grâce à l'intérêt porté à toutes ces choses, eh bien aujourd'hui, le monde fonctionne. Évidemment, il y a les conjonctures. Cette convention a été prise dans une conjoncture de globalisation, de mondialisation, qui tendait à formater la culture universelle de l'humanité, qui tendait à niveler. Et quand on nivelle, c'est toujours par le bas. On nivelle jamais par le haut. Donc ce nivellement, face à ce nivellement, face à cette extension de l'homogène, de l'unique. Vous savez, du point de vue économique, du point de vue de nos vies matérielles, nous utilisons les mêmes téléphones, où que vous soyez, les mêmes voitures, les mêmes télévisions, les mêmes frigos. Mais
ça, c'est dans les denrées de consommation, les objets de consommation, que l'homogène est en train de couvrir le monde. Mais la culture, c'est précisément le domaine de l'hétérogène, c'est le domaine du différent, c'est-à-dire de la différence. Pas du différent comme conflit, de la différence pour régler les différends, justement. Du différent pour régler les différends. En tout cas, la pensée Mamri qui était très prémonitoire, on va dire, puisqu'elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Plus que jamais, jamais aujourd'hui. L'Algérie, vous le disiez tout à l'heure, l'Algérie a été retenue. C'est un immense honneur. C'est un immense privilège, mais c'est aussi une immense charge, n'est-ce pas? L'Algérie a été retenue par l'UNESCO face à d'autres pays qui voulaient créer ce centre-là dans leur capitale. Algérie, après des études, des rapports effectués par l'UNESCO, des rapports de faisabilité, l'Algérie a été retenue pour abriter un centre chargé du patrimoine immatériel, des héritages culturels immatériels, on va dire ça comme ça, du continent, de l'Afrique. C'est énorme, c'est immense, mais quel honneur, quel bonheur, quel privilège. Même si la charge... pourquoi l'UNESCO a retenu l'Algérie? L'UNESCO, c'est un organisme, c'est une organisation internationale qui travaille selon des méthodes, qui fait des rapports, qui fait des analyses, qui fait des expertises. Des rapports de faisabilité ont été élaborés et c'est sur la base de ces rapports élaborés par des experts que l'UNESCO a retenu l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie a une expérience. D'immenses potentialités aussi culturelles. Un potentiel culturel, un potentiel patrimonial, un potentiel d'expertise, d'experts, de chercheurs, d'universitaires, de gens qui travaillent, de gens qui portent leur patrimoine, un potentiel de création, de créateurs qui s'inspirent du patrimoine. C'est pour tous ces atouts-là, c'est pour toutes ces qualités-là que l'Algérie a été choisie par l'UNESCO. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Oui. Il y a tant de choses à dire. Tant de choses à dire. En si peu de temps, ce ne sera juste pas possible de raconter Mouloud Mamri en quelques minutes. Donc, une dernière question, Monsieur Slimane Hachi. Il a été question de dénomination du CNRPH, Institut Mouloud Mamri, là où il a commencé ses premières oui, je crois que je l'avais proposé. Je crois que ça fait son bonhomme de chemin. Je suis convaincu que ça se fera. Et on verra bientôt un film, Mouloud Mamri, sa biographie? Oui, on fera. Il y a un projet de film, mais il y a surtout un projet d'un grand colloque international pour dire tout ce que nous venons de dire rapidement, sommairement, superficiellement, mais le dire dans un colloque scientifique avec des preuves, avec des démonstrations, avec de la science, avec de la connaissance, le dire en plusieurs jours par des chercheurs venus du monde entier. Nous n'avons pas voulu le faire lors du centenaire de sa naissance, ni à une date quelconque qui correspondrait à Racine Carrée de 314 ou quelque chose comme ça, mais le faire de manière assise, calme, pour parler de ce grand monsieur, pour parler de cette pensée lumineuse qui rayonne et qui rayonnera encore longtemps et toujours sur nous, sur la culture algérienne. Tout à fait, monsieur. Parce que ce qu'il a fait est énorme, est immense. Il a créé des modèles transposables. Il a créé des modèles qu'on peut transposer à toutes les sociétés. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur Slimane Hachi. Malheureusement, on n'a plus le temps. Personnellement, je proposerai une deuxième partie, Slimane Hachi. En tout cas, ça a été un pur bonheur, un énorme honneur pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, Amel, c'est à vous.
Merci beaucoup Nejma, merci à vous Monsieur Hachi, c'est toujours un régal de vous recevoir et donc bien sûr se nourrir de ce débat et bien entendu montrer encore une fois la grandeur de Mouloud Mamri, Allah yarhamou. Eh bien on va continuer tout de suite avec nos invités, mais avant je vous invite à suivre ce reportage signé Samia Bouarour qui nous fait découvrir l'incubateur de Sidi Abdallah pour voir comment est-ce que nos chercheurs travaillent pour faire décoller en tout cas leur start-up. L'incubateur de Sidi Abdallah est l'une des activités de l'Agence nationale de la promotion de développement des parcs technologiques ANPT. Il s'adresse notamment aux start-up ayant un potentiel de développement rapide basé sur l'innovation dans le domaine des TIC. La dernière réalisation de l'incubateur de Sidi Abdallah, c'est bien sûr la prise en charge de plus d'entreprises, de porteurs de projets. Et si on prend la réalisation entre 2016 et 2017, on a refait un peu le process d'incubation. Et là, en 2017, décembre 2017, on a fait sortir à peu près 10 entreprises qui sont maintenant actives, économiquement actives. On a lancé 2 produits. Le premier produit concerne le tout public, ça s'appelle Winnie. C'est un réseau social dédié aux automobilistes qui permet de partager ses histoires de trajet. Le deuxième produit, c'est Winnie Pro, c'est une solution de gestion de flotte commerciale qui concerne cette fois-ci les entreprises. Voilà. En fait, ça les aide à optimiser leur flotte commerciale en faisant du monitoring et du reporting de toute leur flotte. Depuis sa création, l'ANPT a accompagné 350 projets à travers l'incubateur en ciblant des projets stratégiques. Nous, on a différents projets et donc on a un projet qui est vraiment en démarrage, c'est Linkibus. Linkibus, c'est un site où les gens vont s'inscrire pour... donc ils vont indiquer où est-ce qu'ils travaillent et où est-ce qu'ils habitent. Et nous, à l'aide d'un algorithme, on va réunir des groupes de personnes qui habitent au même endroit et qui travaillent au même endroit pour créer une ligne de bus. Et maintenant, on est entrepreneur, on est acteur économique. Et l'incubateur a joué le rôle de nous accompagner durant toutes ces étapes-là. Et c'est assez long d'aller d'étudiant à entrepreneur, c'est tout un chemin. Et l'accompagnement de l'incubateur était primordial à tout ce chemin-là. 25 start-up en phase de pré-incubation et 25 autres en incubation de futures entreprises qui vont certainement transformer le paysage économique à travers le digital dans tous les domaines, agriculture, industrie et autres. Toujours est-il qu'il y a des sujets qui sont un peu stratégiques pour nous, comme l'agriculture, les TIC dans l'agriculture, parce que ça permet un peu l'optimisation de nos productions, moyens de production agricoles, mais aussi les TIC dans la conservation d'énergie, notamment ce que fait la PRU, on essaie aussi de travailler avec eux, de monter des projets ensemble. Les TIC dans la ville intelligente, de donner un peu, et ça porte sur la conservation d'énergie, sur la conservation du trafic, diminution du taux de pollution, etc. Si certains ont réussi à réaliser leur rêve, d'autres sont en pré-incubation dans un environnement qui favorise le développement de leurs idées à travers des labos, des centres d'expérimentation de pointe. C'est toujours un plaisir en tout cas de parler de recherche et de chercheurs. Bien, nous en avons un sur le plateau et bien sûr qui s'intéresse à la recherche. Mais avant, je vous invite à suivre aussi le débat avec Hamid Belkacem qu'on retrouve chaque mercredi matin dans sa rubrique environnement. Bonjour Hamid. Bonjour Amel, bonjour à tous. Comment ça va? Très bien, merci. On vous a vu 2 fois cette semaine, hein, avec toujours autant de plaisir en tout cas. En fait, ça l'actualité le veut. L'actualité le veut. Il fait beau, ce sont les changements climatiques qui nous l'imposent, mais dans le pays du soleil, on en profite pour parler des énergies renouvelables. Et justement, lorsqu'on parle d'énergie, des énergies renouvelables, on pense fatalement, j'allais dire, mais positivement au solaire photovoltaïque. Et l'une des composantes, pas toutes, hein, des composantes du solaire photovoltaïque, c'est le silicium, qui est un élément très important sur la planète. On vient de l'apprendre sur notre plateau, le deuxième élément le plus présent sur Terre. Tout à fait. Et justement, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Amin Kouadri. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Chef département au CDER, qui est le Centre de développement des énergies renouvelables. Vous avez fait votre thèse de doctorat sur le silicium. Alors, petite définition du silicium, il se trouve où? On l'utilise pour quoi? Bon, le silicium, c'est un élément chimique non organique. On le connaît chimiquement par le signe SI. Donc, ça rentre, on va dire, le silicium, il est utilisé dans pas mal d'industries, dans le photovoltaïque, dans la microélectronique, dans l'alliage, les jantes alliage par exemple.
utilise le silicium. Donc, et c'est l'élément dans le verre. Le verre, c'est l'oxyde de silicium. Donc, et c'est l'élément le deuxième plus abondant. Il représente 25% de la creux terrestre. Après l'oxygène. Après l'oxygène, 25% de la creux. C'est un quart de la... Exactement. De la couche externe solide de la Terre, c'est du silicium. Très bien. Alors, justement, à propos des énergies renouvelables, on sait que dans le photovoltaïque, le silicium est présent, mais pas que le silicium. C'est l'une des options, c'est l'une des voies. Le silicium se situe où dans le panneau photovoltaïque? On va dire l'industrie photovoltaïque, elle est née de l'industrie microélectronique. Donc au départ, c'est le même silicium qu'on utilise dans les puces, dans les circuits intégrés des composants électroniques, qu'on a utilisé pour fabriquer les cellules solaires. Une cellule solaire, c'est un peu une diode. C'est une diode, elle a le même fonctionnement d'un écran plasma. C'est juste, elle est inversée. Au lieu de donner la lumière, elle reçoit la lumière pour donner le... Donc, c'est le même schéma, mais elle est en fonctionnement inverse. Donc, elle est née de cette technologie-là. Et après, on a eu ce qu'on appelle dans l'industrie du silicium, c'est les cellules solaires de première génération. Là, on parle de silicium. Après, on a eu l'émergence de cellules de deuxième génération, là, qui utilisent d'autres éléments comme le CDTE, comme le SIG. Donc, il y a d'autres technologies qui sont rentrées. Après, dans le domaine de la recherche, il y a une troisième génération qui est les cellules organiques. Mais dans le marché photovoltaïque mondial, il reste dominé à plus de 90% par le silicium. Et y compris aussi, puisqu'il y a en ce moment à Barcelone le salon mondial du mobile, dans l'industrie des télécoms, le mobile, les smartphones notamment. C'est ça qui fait tourner, j'allais dire, la jeunesse, on le voit. C'est aussi le silicium qui est à la base. Oui, c'est le silicium qui est à la base des smartphones, qui est le silicium qui compose la puce de téléphone, donc qui composent les circuits qui sont les transistors et les circuits qui sont dans le smartphone, dans les tablettes, dans les ordinateurs, dans les PC. Donc c'est le matériau pour la microélectronique. C'est des composants aujourd'hui qu'on retrouve beaucoup plus dans l'industrie. Exactement. Beaucoup plus. Dans l'industrie, et il se trouve que, vous savez, le pays se développe, on doit aller droit de l'avant, tout le monde est connecté. En matière, on parle beaucoup d'intégration nationale, de la place de l'Algérie comme locomotive de l'Afrique. On fait des échanges avec... C'est un véritable marché. Un véritable marché. Est-ce que l'on pourrait penser, c'est vrai que lorsqu'on parle de silicium, on parle de la Chine qui détient et les réserves et la technologie. J'imagine que c'est le premier pays, c'est la Mecque, la capitale mondiale de silicium. C'est plus de 60% de la production mondiale. Donc, ils sont en position dominante. Oui, on va dire. Et là, l'Algérie, elle a un gisement de silicium. Les dernières années, on a déclaré qu'il y a un gisement important à SIG. En 2015, je pense. Exactement. Donc, mais toute la région de Sidi Bel Abbas à Ténès, donc c'est une région où il y a un fort potentiel de silicium. Qui a été exploité ces dernières années? Non, il n'est pas encore exploité parce que justement, c'est l'aspect économique. C'est impossible aujourd'hui de concurrencer la Chine spécialement sur le silicium, parce qu'il faut savoir que même si on a le gisement, il faut faire des études vraiment poussées pour voir la qualité, pour voir les impuretés. Pour juste une idée, un silicium qui est utilisé pour le photovoltaïque, il a une pureté de 99,9999%. Et pour l'électronique, c'est 8,9 après la virgule. 99,8 fois 9. 8 fois 9, exactement. Donc, et là, donc il faut aller vers une pureté vraiment très importante. Et même la qualité de pureté, même ce 0,0001% d'impureté, par exemple, dans le photovoltaïque, il contient beaucoup de fer, c'est un vrai problème. Donc même la qualité des impuretés, il faut l'étudier pour savoir est-ce que réellement on peut l'utiliser pour l'électronique et pour le photovoltaïque ou pas. Et après, si oui, à quel coût?
C'est très pointeux. Et justement, développer une industrie du silicium ou exploiter le silicium seul, j'imagine que ce n'est pas commercialement rentable, mais est-ce que l'on pourrait penser à un centre régional, voire continental, et avec quel partenariat possible pour avoir le marché africain du silicium? Oui, si on décide un jour d'aller vers l'industrie du silicium, c'est une industrie lourde, c'est comme l'industrie de fer, c'est des process qui dépassent les 1700 degrés Celsius. Oui. Donc là, c'est un investissement très lourd. Si on se lance, ça va être un investissement donc, pour une orientation vraiment stratégique. Et là, ce n'est pas uniquement le marché algérien qu'on doit viser. Donc il faut élargir, voir quels sont les potentiels marchés que l'Algérie peut toucher avec l'industrie de silicium. Non polluant? Là, on se pose des questions, Oui. puisque ça devient après une industrie. À dire, sur le non polluant, il n'y a pas une industrie non polluante, mais on va dire que pour la production du panneau solaire, par exemple, l'énergie dépensée par la production d'un panneau solaire, elle est récupérée par le panneau lui-même au bout de 1 an et 3 mois. Très bien. C'est ça. Donc il a une durée de vie de 25 ans. C'est circulaire, vous savez, dans les plans de développement des énergies renouvelables, aujourd'hui le silicium, que ce soit pour les composants électroniques ou pour les panneaux photovoltaïques, est incontournable. Et que faut-il faire? Que faut-il mettre dans la balance pour aller un peu plus rapidement dans le développement des énergies renouvelables, du panneau photovoltaïque notamment? Il faut passer par la case silice. Industrie, bien sûr. On ne peut pas avancer. Absolument. On peut avancer petit à petit, mais aussi aller de l'avant. Il faut maîtriser la technologie, ne serait-ce que faire de la veille technologique, docteur Pointelli. Vous faites de la veille technologique, justement, Absolument. puisque vous travaillez, vous préparez votre thèse sur le silicium. Absolument. Ma thèse, je l'ai finie en 2012, donc sur le sujet. Et là, dans le Centre de développement des énergies renouvelables, on travaille sur les panneaux solaires, on travaille entre autres. Donc moi-même, je travaille sur les performances des panneaux solaires, donc ce qui implique une veille technologique pour voir quelles sont les technologies émergentes qui peuvent être les mieux placées pour être utilisées en Algérie. Parce que le solaire, il est intimement lié aux conditions de fonctionnement, donc au climat. On ne peut pas, c'est entre l'Europe et le Sahara, c'est pas la même chose. Et justement, lorsqu'on parle de veille technologique dans cette sphère de changement climatique, il fait très froid, il y a des nuages sur le continent européen. On a un mois de février qui annonce le printemps, j'allais dire, mais il y a un temps d'ensoleillement qui est incroyable. Comment faire la part des choses pour avoir le bon produit qui soit en adéquation avec le climat? Ça, c'est ce qu'on fait tous les jours dans nos travaux de recherche. C'est tout simplement, on utilise on ramène différents panneaux, différents types de technologies, on les met en surveillance. Donc, il y a des systèmes qui surveillent la performance, la qualité de ce panneau 24 heures sur 24. Il y a des mesures qui se font chaque 5 minutes. Donc après 2 ans, 3 ans, on a une base de données énorme. Donc on va traiter, qu'on va analyser en fonction pour voir quand la température monte, comment ce panneau va se comporter, quand on a le nuage, comment ce panneau va se comporter, ainsi de suite. C'est l'expérimentation pour l'instant. Exactement. Oui, et justement cette expérimentation, le CDER, on fait sans faire de lance. Aujourd'hui, on peut dire que le CDER est un laboratoire à soleil ouvert, plein soleil, plein feu, sur le panneau photovoltaïque. Ça apporte quelle expertise vis-à-vis des partenaires étrangers? Puisque nous avons un territoire très vaste, avec parfois des écarts de température qui sont importants, avec un fort taux d'ensoleillement. Bon, les partenaires étrangers sont très intéressés spécialement par le climat qu'on a, surtout dans le désert. Le CDER, c'est un centre de recherche donc, qui est à Alger, mais qui a des unités à travers le territoire national, 3, y compris à Adrar par exemple. Donc et là, c'est des plateformes de tests
on va dire grandeur nature, grandeur nature et qu'on ne peut pas trouver partout dans le monde. Donc on a des projets qui ont été faits avec des partenaires étrangers, donc notamment coréens, américains, européens, et ils cherchent toujours à avoir accès à ces conditions climatiques extrêmes. Exactement. Pour avoir un feedback sur les technologies. Tout à fait. Et en tout cas, bravo pour toutes ces recherches et toutes ces informations que vous nous avez données ce matin. On vous souhaite bonne chance, bon courage. Et puis on y reviendra sûrement. Ah oui. Parce qu'on ne va pas lâcher cette information comme ça. On y reviendra sûrement. Merci beaucoup. Merci Hamid. À vous. Donc à mercredi prochain. Inch'Allah. Voilà. Bon courage. Merci. Et puis à très bientôt. On reste dans le domaine de la formation cette fois-ci avec notre ami Manal Boutouaba qui nous emmène à la découverte de la formation. C'est la deuxième session cette fois-ci. Formation professionnelle à l'Arwat. On se retrouve juste après. Un large panel de nouvelles spécialités est proposé aux stagiaires de la formation professionnelle de la wilaya de l'Arwat à l'occasion de cette nouvelle session de février 2019. Des formations plus adaptées au marché de l'emploi pour leur garantir une meilleure insertion professionnelle une fois leur diplôme en poche. Nous avons introduit de nouvelles spécialités comme la soudure industrielle, maintenance et réparation des équipements médicaux, mais aussi des spécialités en rapport avec l'agroalimentaire et les contrôles de qualité. C'est la première fois au niveau de la wilaya que la spécialité maintenance des équipements médicaux a été ouverte. L'affluence des stagiaires est assez bonne pour l'instant. Dès la rentrée, les centres de formation professionnelle ont connu une grande affluence de jeunes dont l'objectif premier est de décrocher un poste d'emploi dès la fin de leur cursus. J'ai opté pour la soudure industrielle encouragée par mon entourage. C'est la première fois que cette spécialité est proposée à l'Arwat. On m'a garanti que je trouverais du travail dès la fin de ma formation. J'ai opté pour la spécialité environnement et écologie, car il y a beaucoup d'offres d'emploi dans ce domaine. On opte généralement pour la spécialité qui nous offre le maximum de chances de trouver un emploi et nous permet de nous intégrer dans le monde du travail. J'ai choisi la spécialité jardinage et espace vert, car elle est très demandée. Une formation plus actuelle, plus pratique et de courte durée, avec un stage dans de grandes entreprises à la clé, la formation professionnelle draine de plus en plus de candidats, appâtés par les débouchés qu'offre ce genre de formule. On aura beaucoup à parler de formation professionnelle, mais bon, on restera ce matin dans le domaine de l'environnement, et surtout protection de notre environnement, notre planète. Nous allons tout de suite en parler avec la rubrique Start-up de Kamel Swig. Bonjour Kamel. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Très bien. On va parler de tri sélectif ce matin. Nous allons parler de tri sélectif et à chaque semaine, nous essayons de faire intervenir justement les clubs scientifiques qui sont un maillon fort de l'écosystème numérique et start-up en Algérie. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un événement qui s'appelle Universitri, un joli jeu de mots, avec Mehdi Bourahla. Vous êtes président du CSCC Club, c'est Computer Science Community Club. Voilà, merci. Bonjour à Kamel, bonjour à toute l'Algérie qui nous regarde. Et on nous regarde à l'étranger aussi. Oui. Ah oui, bien bonjour l'étranger. Alors, pouvez nous présenter cet événement Universitri? Donc Universitri, c'est un joli jeu de mots entre université et tri sélectif. Donc c'est un événement qui se passe à l'université Saad Ahl Blida du 24 au 27 février, donc c'est aujourd'hui la clôture. Mais au fait, bon, on a commencé l'événement bien avant parce qu'on a commencé à récolter quelques statistiques depuis les cités universitaires et depuis l'université sur comment les étudiants voient leur environnement à l'université, comment ils voient s'il y a un manque de poubelles, s'il y a de la saleté par terre ou là. Donc on a commencé par récolter quelques statistiques et on a vu que vraiment il y a un problème. Que disent les statistiques justement? Le problème c'est qu'il n'y a pas le manque de poubelles ou le manque de, je sais pas, de manque de poubelles de tri sélectif. Le problème vient de la tête des gens. Voilà. La conscience collective. C'est en fait un problème de civisme. Exactement, voilà. Exactement. Malgré que ce soit des étudiants, malgré que ce soit des docteurs ou là un masterand ou là un doctorant, le problème reste le même.
Il voit une poubelle, il a la flamme d'y aller, ou il voit un truc par terre, il a la flamme de le porter, de le jeter vers la poubelle. Mais vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, si j'ai bien compris? Vous voulez installer des poubelles de tri sélectif à l'enceinte même de l'université Saad Dahlem. Et pour cela, vous sensibilisez les étudiants, vous faites une série de conférences, et il y a des startups aussi. Alors parlez-nous du programme. Donc au programme, il y avait, puisque ça a commencé le dimanche dernier, se poursuit aujourd'hui. Ça se poursuit aujourd'hui. Au programme, il y avait des conférences sur différentes thématiques. Il y avait l'AND qui était venu pour nous parler des statistiques de la gestion des déchets au niveau national. L'Agence nationale des déchets. Elle a parlé des statistiques de la gestion des déchets au niveau national. Il y avait aussi les CET. CET Blida et CET Tipaza, c'est les décharges publiques. Et il y avait aussi quelques professeurs qui sont venus, ils nous ont parlé des dégâts des déchets hospitaliers et tout. Voilà. Alors, le besoin, il est parti d'où? Vous l'organisez l'événement avec une autre association, un autre club scientifique qui s'appelle Natural Science Club. Voilà. C'est NSC, voilà. Nous les avions reçus justement pour annoncer leur événement. Elles étaient venues donc lundi sur ce plateau, deux jeunes filles très dynamiques, en tout cas très convaincues par leur projet. Voilà, exactement. C'est le but de cet événement. Le but, ce n'est pas de placer des poubelles ou de déplacer des trucs. On veut convaincre les étudiants. On veut que lorsque l'étudiant sort de cet événement, il soit convaincu par l'idée que lorsqu'il va trier ses ordures, il va avoir le résultat. Il va avoir le résultat, pas chez lui peut-être, mais lorsque tout le monde va faire ça, d'ici 5 ans ou 10 ans, on sera peut-être comme certains pays à l'étranger. Le tiers de leur revenu national, c'est ça. C'est la gestion des déchets. Exactement. Et ce qui nous intéresse aussi, les initiatives sont très importantes, mais le suivi après. Qu'est-ce que vous allez faire pour assurer que ce programme puisse avoir lieu à l'enceinte même de l'université de Saad Dahlem et peut-être même à Blida? Donc, Inch'Allah, ce ne sera pas juste un événement. On ne veut pas que ça s'arrête ici. Ce sera un projet. Donc, on va assurer le suivi tout au long de l'année. Avec qui? Avec le NSC Club et avec des associations et même ceux qui veulent nous sponsoriser, ceux qui veulent prendre l'initiative et nous accompagner. Donc on va assurer le suivi, on va organiser des journées comme celle-ci tout au long de l'année et peut-être que l'an prochain, ce sera parce que pour l'instant on s'est focalisé juste sur une faculté à l'université à Blida parce que c'est tellement grand, on peut pas gérer toute l'université. Donc on s'est dit pour un lancement on va assurer juste une faculté, la faculté SNV, et puis l'an prochain Inch'Allah peut-être on va s'élargir sur d'autres facultés et peut-être qu'on va avoir d'autres conventions avec d'autres universités. Il y a plein de clubs universitaires de nos jours, donc on aimerait bien que d'autres clubs nous contactent peut-être. Se greffent à cette aventure. Parce que c'est avec la pédagogie qu'on peut convaincre justement, que ce soit les étudiants ou les citoyens. Alors, dites-nous qui vous a aidé pour ce club, parce que ça nous intéresse toujours ici de savoir qui aide, qui donne de l'argent, qui donne... Ils sont très dynamiques, hein, les clubs. On en reçoit assez souvent dans Bonjour d'Algérie. Et vraiment, on est fiers de cette jeunesse. Hein. Ah, merci Atak Saha. Donc, pour ceux qui nous ont aidés, j'ai déjà cité l'AND, l'Agence nationale des déchets, qui est venue, qui a exposé un stand, qui nous ont offert tout ce qui est... Alors, tout ce dont on avait besoin. Sans citer les noms des sponsors, est-ce que l'université vous a vraiment aidé à travers, je ne sais pas, la logistique par exemple? Oui, bien sûr. L'université, elle est toujours là lorsqu'on veut organiser des événements, lorsqu'on veut organiser des sorties. On a déjà participé à quelques startup week-ends. Et sans l'université, on ne pouvait pas y aller. Des étudiants, ils nous ont donné le moyen de transport pour aller jusqu'à Bjaya, à Nabat, Lemsan. Donc l'université est toujours là pour nous, pour organiser ce genre d'événements et ce genre de manifestations. Voilà. Amel le disait à juste titre que les clubs scientifiques sont très dynamiques, on en reçoit à chaque fois qu'on peut justement. Dans le domaine de l'aéronautique aussi, à Blida. Exactement, dans le domaine de l'aéronautique. Un club qui est très actif aussi. Très actif. Et on en parlait, Amel, justement, avant d'entrer dans ce plateau, je posais la question à Mahdi en lui disant qu'est-ce que cette aventure vous a apporté? Elle vous a apporté quoi exactement? En fait, sincèrement, quand je suis entré à l'université en première année, j'étais un bleu. Genre, je connaissais rien, j'étais perdu. La réalité, c'est que je connaissais vraiment personne. Et ça me plaisait bien, parce que je crois que c'était un nouveau départ et tout. Mais le problème, c'est que je ne traînais qu'avec les premières années. Genre, il n'y avait pas... C'était l'ambiance lycée. Rien n'avait changé. Mais lorsque je suis entré dans les clubs scientifiques,
Bon, j'ai rencontré Iman Hani Mansour par le passage. Qu'on salue aujourd'hui. Je souhaite un joyeux anniversaire parce que c'est un anniversaire aujourd'hui. On lui souhaite joyeux anniversaire. Oui. C'est la fondatrice du club, une fille très active. Je l'ai appelée hier et elle m'a donné votre contact. Donc c'est elle qui m'a lancé directement. Et même, pas qu'elle, il y avait d'autres membres, comme je cite Moumen Ben Amerouche et Fouzi, Moussaoui. On ne va pas les citer tous, on ne va pas tous les apporter. On termine avec votre dernier mot, justement. Donc c'est eux, bon, j'en ai profité juste pour faire des dédicaces et tout. Mais ensuite, lorsque je les ai croisés, ils m'ont donné de bons conseils, de bonnes astuces. Et malgré ça, c'était des doctorants ou même des mastérants. Et j'étais juste la première année, j'étais tout petit, donc ils m'ont aidé à me lancer, ils m'ont donné de bonnes bases et c'est à cause d'eux, je les remercie, que je suis là aujourd'hui et que j'ai pu faire vous êtes président de club. Bravo en tout cas, c'est pas mal, ça. On vous souhaite bonne chance pour continuer encore merci. Une fois. Ce sera pas le dernier passage, j'espère. Voilà, on viendra peut-être le mois prochain ou 2 mois prochains pour vous communiquer les statistiques qu'on a fait et tout. Bien sûr, on restera en tout cas à l'écoute et bien sûr, bienvenue en tout cas à tous ces clubs scientifiques. Merci Kamel. Merci à vous Amel, à la semaine prochaine. Comme toujours, ravi, donc on vous retrouvera mercredi prochain et puis avec d'autres startups. Voilà. Ah oui, merci beaucoup. Ouais. Eh bien, on continue, on va retrouver donc nos prochains invités dans un tout petit moment juste après ça. On reste dans le domaine scientifique. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la médecine santé, surtout santé publique. Avec notre invité, nous allons célébrer demain, à travers le monde entier, bien sûr, la journée mondiale des maladies rares. Eh bien, avec nous, pour nous en parler, nous avons Mohamed Tahar Hamlaoui. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue parmi nous. Vous êtes pédiatre, président de l'association ADEM des maladies rares. On a eu le plaisir de vous recevoir pour parler donc de cette thématique déjà il y a assez souvent en fait, pour s'arrêter sur ces maladies rares surtout et sur cette thématique. D'abord, je vous remercie de cette invitation qui est à l'honneur de votre émission, mais surtout, moi, je la dédie à toutes les familles, à tous les enfants qui à travers notre pays, mais également à travers le monde, et qui nous donnent une espérance. Parce que les choses, il y a 1 an, on s'est réunis ici, on s'est vus, on en a parlé, mais des choses ont évolué. Oui. Demain, ça sera la journée internationale des maladies rares, avec un thème qui est tout à fait particulier, qui n'est pas celui de l'année dernière, qui est celui de vivre avec sa maladie rare. Car vivre avec sa maladie rare interpelle pas simplement les familles, elle interpelle l'ensemble de la société, c'est-à-dire pas simplement les professionnels de santé, mais également l'éducation, les entreprises, les laboratoires, de la recherche, des structures sociales. Toute la société algérienne est interpellée par des bénévoles, des mécènes, des personnes qui aident, des associations, des mouvements associatifs, et par conséquent, tout le monde doit contribuer. Pourquoi devons-nous contribuer? Car vivre avec une maladie rare... Voilà, une très belle affiche que vous avez rapportée. Absolument, c'est le thème international avec lequel nous sommes contributeurs également dans cette association internationale des maladies rares. Pourquoi faut-il contribuer? Pourquoi je fais un appel à toute la société faire rare? Parce que ce sont des
pathologies, des maladies qui sont de mieux en mieux connues. Et par conséquent, qui ont parfois à la clé un traitement. Parce que il y a des chercheurs qui travaillent quotidiennement. Oui, tout à fait. Ce qui était du recherche il y a 45 ans est du domaine de l'exercice quotidien, de ce qui me paraît personnel. Ce qui était en moi il y a 45 ans, absolument de la recherche à propos d'un cas, ce sont maintenant des cohortes. Oui. Et par conséquent, les professionnels de santé, l'ensemble de la société va les connaître. Pourquoi faut-il diagnostiquer? Parce que, et je vais vous donner, parce que il y a l'inhérence de diagnostic. Les gens font du nomadisme, de cabinet en cabinet, d'hôpital avec toujours cette espérance de mettre un nom sur une maladie. Ils sont désemparés quelquefois. C'est pas simplement désemparés, je vais vous citer. Il y a l'équivalent de 30 à 40 millions en Europe. L'Europe, où elle a des chiffres statistiques. Dans le monde, il y a 300 millions de maladies rares diagnostiquées, connues. Mais ça ne veut pas dire avoir un traitement. C'est ça. Alors, pendant cette période-là, la maladie rare va impacter les familles, va impacter même le soignant. Nous avons une situation parfois désespérante, nous portons avec nous, et elle va impacter. Pourquoi? Elle va impacter parce que ce sont des familles qui vont mettre 5 ans, jusqu'à 40 ans pour mettre un nom ou à poser un diagnostic. Tout à fait. Poser un diagnostic ne veut pas dire avoir un traitement. Il faut bien que la société et le patient le connaissent. C'est pourquoi vous dites vivre avec sa maladie rare. Vivre avec sa maladie rare. Essayer de vivre, bien entendu. Quelquefois, c'est une maladie qui va permettre en fait, de vivre, mais quelquefois, c'est létal, donc la personne décède. Parce qu'elle est handicapante. Voilà. Et le mot handicap, je voudrais, à travers vous, à travers votre canal, que l'handicap n'est pas il est multiforme. L'handicap rare a une spécificité particulière, parce qu'il interpelle plusieurs intervenants pour pouvoir le prendre en charge, surtout quand il n'y en a pas un traitement. Parce que quand on n'a pas mis un nom sur une maladie, cette situation est démoralisante. Parce que, regardez, 7 malades, 7 patients ou 7 familles sur 10 ont arrêté leur activité professionnelle. Pourquoi? Parce que 8 sur 10 patients ou accompagnateurs ont des difficultés quotidiennes pour faire des gestes simples. Aller au sanitaire, mobiliser. C'est pour ça que j'interpelle toute la société. Toilette, un repas, préparer de repas. Et là aussi, regardez, ce sont des situations... Ça prend énormément de temps. Énormément. Et bien voilà, puisque vous m'ouvrez, vous savez combien prend une famille? 2 familles sur 3 mettent plus de 2 heures. Plus de 2 heures pour des tâches quotidiennes. Tâches quotidiennes dans la mobilité, dans préparer un repas. Ça change complètement la vie. Ça change la vie. Complètement la vie. C'est-à-dire un couple qui était donc tout à fait normal avec des activités, etc., se voit complètement changer d'activité et de mode de vie en ayant un enfant, par exemple, avec une pathologie qui a trait aux maladies rares. On va citer quelques-unes. Ceux du muscle qui se réduisent. Et comme ce sont des maladies... Comme ce sont des maladies génétiques, elles touchent tout. C'est ça. Elles touchent le rein, elles touchent le cœur, elles touchent le foie, elles touchent le muscle. Celles que nous voyons, c'est celles dont la mobilité est réduite. Aujourd'hui, les médias font un petit peu un effort, surtout pour faire connaître ces maladies au plus large public possible. Mais ça, je remercie l'ensemble du secteur de la communication qui nous prête main forte d'ailleurs, et la traduction elle est aujourd'hui. Il y a quelques années, on n'entendait pas beaucoup parler par exemple de la maladie de la Lune, ces enfants qui souffrent au quotidien. Aujourd'hui, de plus en plus on en parle. D'ailleurs, ce vendredi, on aura donc à en parler avec un monsieur qui aide une association justement dans ce sens. Alors, tout à fait, ce sont des situations, regardez, l'année dernière avec vous sur ce plateau, on lançait des cris d'espérance et les choses ont changé. Et tout à fait, je rends hommage à tous ceux, les autorités politiques qui nous ont écoutés. Il y a eu une loi, la loi de santé, qui a maintenant introduit dans ses articles que les produits diététiques sont considérés comme des médicaments. Ce sont à des fins médicales. Et c'est pour ça qu'il y a des choses. Il ne faut pas baisser les bras devant le... Le régime sans gluten, par exemple? Non, pas le régime sans gluten, d'autres. Nous n'avons toujours pas les produits actuellement sans protéines. Ce sont des enfants qui ne mangent ni la viande, ni boit de lait, ni le lait, ni les gaufrettes, ni le biscuit, ni le riz. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Or, la loi de la santé, grâce aux efforts collectifs, et les mouvements associatifs, les politiques, nous ont écoutés, ils ont inscrit maintenant dans la loi, elle est inscrite dans la loi, que les produits diététiques à des fins médicales sont. Nous attendons, et là je lance un appel à monsieur le ministre de la Santé, que les textes d'application
sortent pour que ces produits viennent à disposition de ces patients, Nous bénéficions aussi de la recherche au niveau international. Alors, est-ce que l'avancée de la médecine a pu avoir une répercussion sur, bien sûr, la disposition de médicaments ici en Algérie aussi, et de traitements, nouveaux traitements qui sont aussi en expérimentation, on va le dire. Nous sommes toujours en chercheurs. Vous savez, il y a 7 à 8 000 maladies rares dans le monde. Il y a à peine que 2000 qui sont connus. Savez-vous combien qui ont un médicament? À peine 300. Par conséquent, il ne faut pas également donner de faux espoirs. Bien sûr. Il ne faut jamais donner de faux espoirs. Là aussi, c'est la mise à jour de la programmation de tous les professionnels de santé. Quelquefois, il y a la régression de la maladie. On arrive à travailler sur la régression de la maladie. Il y a de la recherche. Il y a énormément de recherche. Et je peux vous le dire, qu'en 40 ans, personnellement inscrit dans ce circuit-là, les choses ont été considérablement améliorées. Parce que l'errance de ces patients va faire que on retarde la mise en route de traitement. Les connaître tôt, c'est mettre un traitement. Parce que les connaître tôt, c'est couper court au traitement erroné. Parce que 40% vont avoir un traitement erroné de l'à peu près, de l'approximation, et parfois avec des effets secondaires. Pire, pendant cette errance de 5 à 6 ans, 7 ans, il y a une grossesse qui est née. Il y a un drame social, il y a des divorces qui peuvent naître. C'est encore une fois d'autres, quand on ne connaît pas la maladie, donc les couples continuent à avoir des enfants encore handicapés avec des problèmes aussi pathologiques. Donc on n'arrive pas tout à fait. C'est pour ça que toute la société, ce n'est pas simplement le secteur de santé qui est interpellé, c'est toute la société algérienne dans toute sa composition multiforme qui est interpellée. Et là, je souligne et je le souligne avec une grande fierté, avec les difficultés financières, économiques que traverse mon pays, que l'Algérie donne gratuitement à 24 maladies, gratuitement, et des produits onéreux, 24 maladies rares, qui sont données, qui sont traitées gratuitement et gracieusement, mises à disposition, et ça, je le souligne ici, devant vous, mais je le souligne également dans toutes les tribunes où je participe dans les maladies orphelines à travers le monde, et c'est ceux qui nous écoutent ouvrent des yeux. Et je crains, lorsqu'il y aura, avec des difficultés financières, je crains que peut-être ce sont de telles pathologies qui risqueront d'être amputées sur les budgets. Et malheureusement, je le dis, on ne peut plus compter sur le trésor public. Il y a d'autres sources de financement pérennes qu'il faut chercher. Et c'est pour ça que la société doit se mobiliser. La société doit être mobilisée. Et je vous remercie de me donner l'occasion d'interpeller cette société dans toute sa composante, qu'elle soit privée, qu'elle soit publique, qu'elle soit entreprise, qu'elle soit dans la recherche. Et en particulier en mutualisant nos moyens. On ne peut pas plus faire de ce travail dans un coin, car il y a un coût. Exactement. En tout cas, on vous souhaite bon courage pour ce que vous faites au quotidien, puisque vous êtes pédiatre, vous voyez donc des enfants tous les jours. Vous avez aussi vos équipes avec lesquelles vous travaillez pour essayer aussi d'améliorer leur quotidien aussi, surtout ceux des enfants malades. Bonne chance, bon courage. Merci pour cette journée. Une date anniversaire aussi à rehausser à travers la recherche aussi de tous les médecins et chercheurs et scientifiques qui travaillent pour rendre notre santé plus agréable. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est l'anniversaire d'ailleurs d'enfants qui n'ont jamais fêté d'anniversaire. Et là, je regarde la société algérienne. Ce sont des amants qui n'ont jamais fêté leur anniversaire, car ils n'ont ni farine interdite, ni farine de riz, ni farine gluten, rien. Ils n'ont jamais fêté. Demain, je dois fêter l'anniversaire d'enfants comme ça. Merci. Voilà. C'est l'occasion de le dire, bien sûr. Merci beaucoup. Je rappelle Mohamed Tahar Hamlaoui, vous êtes donc pédiatre, président de l'association ADEM des maladies rares. Bonne chance pour la journée de demain. Et à très bientôt. On y reparlera, bien sûr. On en reparlera. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup. On retrouve donc Mariam Mehidi, une belle artiste et à la belle voix, bien sûr, qu'on retrouvera donc prochainement, j'espère, dans nos émissions. Avant de retrouver notre dernier invité, Si Kamel, notre artiste. حرمت بالواسي أميرة الريان حرمت بالنعاسي أميرة الريان وبحت بك ناسي وسرت له
Voilà, c'est ces rythmes c'est avec ces rythmes qu'on accueille un artiste qui est donc habitué des plateaux télé et aussi des tournées. Il s'agit de Si Kamel. Bonjour. Bonjour Madame Myriam. Amel, oui. Comment ça va? Oui, pardon. Vous allez ça bien? va très très bien. Très bien. C'est toujours avec une émotion que je suis ici parce que Canal, vraiment, c'est une histoire d'amour. C'est ma première télé en Algérie et je suis toujours un peu excité, fébrile quand je viens ici parce que c'est vraiment un endroit de par ces journalistes. Et des souvenirs, et des souvenirs. Alors vous êtes en pleine promotion en ce moment puisque vous venez de signer votre dernier album, Dessine-moi un autre monde, c'est cela. Voilà. Et donc voilà, avec le t-shirt qui va avec, vous êtes en pleine promotion, vous sillonnez un petit peu l'Algérie et le monde, bien sûr. Vous revenez d'une tournée, vous avez fait une tournée d'ailleurs. Voilà, j'ai fait plein de dates et donc, mais pour revenir vraiment au titre, voilà, c'est pas la faute de Canal Algérie. J'avais ramené dans mes bagages un clip absolument fabuleux. Et ils l'ont enregistré. On aura l'occasion de le repasser. Voilà. Et absolument merveilleux pour ce qu'on appelle plus communément le harraga, les immigrés économiques. Voilà, je voudrais leur donner, tirer le signal d'alarme. Dans le monde, il commence à y avoir des montées d'extrémisme un peu partout. Puis avec les réfugiés, comment on appelle ça, les immigrés vénézuéliens qui vont en Libye, qui payent un billet à des marchands, et qui payent un billet. Aujourd'hui, la seule alternative pour les artistes, c'est de pouvoir dénoncer cela à travers leurs chansons, à travers aussi leur tournée, raconter un petit peu cette histoire. Mais madame, c'est pas pour leur défendre. Chacun est libre. C'est-à-dire, on est libre. C'est pas la peine je suis ni un moralisateur ni un donneur de leçons. Mais comme j'ai la chance de voir dans le monde ce qui se passe. C'est un observateur. Voilà, je suis comme tous les artistes, les poètes, et les écrivains, etc. On voit ce qui se passe à l'étranger. Ce n'est pas du tout ce que les gens croient. L'Eldorado. Et la plupart dans la chanson, ils reviennent sur le dos. Et le perdant dans tout ça, c'est qui? C'est la famille, la mère, le mouima, le père. Voilà, bien sûr. Et toutes ces pertes, malheureusement, et bien sûr, à travers ces images qu'on voit, à travers l'actualité, toutes ces pertes et ces dégâts, malheureusement, avec une impuissance terrible. Ce qui a déclenché ça, pardon de vous couper, c'est quand j'ai vu un gosse il devait avoir quoi, 4 ans ou 5 ans, Kylian qui était sur une plage de Turquie. C'est ça qui a déclenché en moi la fureur de dire à mes compatriotes, c'est pas que je vous conseille quoi que ce soit, je suis pas un donneur de leçons, je peux pas, déjà il faut que je me... Voilà. Mais de leur dire, c'est pas du tout ce qu'ils croient. Si maintenant ils prennent l'engagement de partir et risquer leur vie et faire de la peine à la famille, etc., ce pays, il est extraordinaire. J'ai eu la chance, Mohamed Rabbi, j'ai vu le monde entier, Wallahi al-Adim, je le dis devant des milliers de téléspectateurs, la planète entière. L'Algérie, quand vous regardez une map monde, d'abord en Afrique, c'est le plus grand pays de l'Afrique, déjà, en superficie. Mais j'ai eu la chance de côtoyer des réussites incroyables des Algériens à l'étranger. Dans mon propre fils qui est en Australie, qui a ouvert qui sont à l'étranger et ils n'ont qu'un souhait, c'est un jour venir donner leur savoir qu'ils ont acquis là-bas, ici, sans aucune contrepartie. C'est pas pour venir prendre. Parce qu'ils veulent juste donner. Et j'espère de tout mon cœur l'âme patriotique, bien sûr, et bien sûr l'amour de leur patrie, c'est très important. Je pense que l'Algérien ou l'Algérienne et l'Algérien, on a cette chance d'avoir un peuple, un génie créatif. On a un génie créatif, on s'adapte à tout, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la couture, que ce soit dans surtout les chirurgiens comme les gens qui viennent de passer avant moi, des gens merveilleux qui travaillent à l'étranger, mais la seule idée qu'ils ont dans la tête biologique, c'est un appel biologique, il faut qu'ils reviennent en Algérie. Exactement. Quoi qu'il se passe. Moi, ça fait un demi-siècle que je vis à l'étranger. Mais vous revenez souvent. Oui. Vous venez souvent justement retrouver votre public, retrouver aussi le Rani, bien sûr, puisque vous aimez, vous êtes originaire d'Oran.
c'est cela? Et vous chantez surtout le raï, le jazz. Vous avez un petit peu fait voyager la musique raï à travers aussi cette universalité aussi que vous mêlez avec vos rencontres de musiciens étrangers aussi. C'est-à-dire, moi, le but de ma vie, c'est pas de devenir célèbre à un moment. Et puis, depuis le début, j'ai choisi le plus difficile, c'est-à-dire de créer mon sillon. Parce que c'est-à-dire moi dans mon esprit, comment je fonctionne, je ne peux pas reprendre un tableau. Bon, les gens qui font des covers et tout ça, il n'y a pas aucun problème. Mais je veux dire, dès le départ, j'ai choisi le plus difficile, c'est pour mener un projet. Parce que j'ai été bercé par Al-Hadj Al-Anqa, Allah yarhamah. J'ai été influencé. Ça a été une école. Des influences. Al-Harrachi, Ahmed Wahbi, Allah yarhamah. Blaoui El-Houari qui est tout. C'est presque comme un père spirituel pour moi. Et M. Rahal Zoubir qui est un des grandes stars, des stars incroyables, qu'ils ont influencé de la même manière que de l'autre côté. Miles Davis, George Benson, Quincy Jones, etc. La liste est très très longue. On a fait des morceaux des Cubains dans ce titre-là. C'est un budget extrêmement... Vous avez eu des cuivres, vous avez eu... C'est un budget extrêmement lourd. C'est un album qui a coûté extrêmement cher, avec 5 clips, etc. Parce qu'aujourd'hui, aucun label à Paris ou dans le monde ne versera 1 centime sur un album. Le monsieur, le PDG qui m'a signé, c'est-à-dire Sésame International, que je passe saluer au passage, est un ancien jazzman. Et on a mis un temps pour voir ce que c'est l'Algérien. Il faut rappeler que vous êtes donc auteur, compositeur, interprète, arrangeur. Et même j'ai réalisé le dernier album de moitié de Shabak Allah yarhamah. L'album Salem, là où il est assis sur un cheval. On voit l'album d'ailleurs, il est là, une très belle jaquette aussi. On vous voit, alors les couleurs représentent un petit peu toute cette influence culturelle que vous avez apportée à d'autres cultures également, c'est cela? Mais mon seul combat, ça a été de faire rentrer dans le jazz, dans la variété, dans comment on appelle ça, dans la variété française, anglaise, n'importe quoi, la langue arabe et surtout algérienne. Parce que on a un devoir, quand on arrive sur scène, les scènes que je vous parle, c'est pas des scènes, c'est-à-dire où tout le monde est plus ou moins heureux d'être là, un mariage, quoi que ce soit. Mais je vous parle des scènes internationales, où il y a un avant, pendant et après. Avant, il y a une conférence de presse. Ensuite, il y a le public. Où est-ce que vous exposez? C'est-à-dire, à travers vous, ils voient quelque chose. Et c'est quelque chose, en ce qui me concerne... Et le rendu, maintenant, vous avez donc chanté face à ce public, vous avez fait des tournées. Comment absolument. Cette musique a été appréciée? Mon rêve, c'est-à-dire, entre parenthèses, vous voyez, à mon âge, j'ai encore des rêves. Voilà. Je voudrais venir ici en Algérie, faire une tournée et donner le moyen... J'ai déjà fait 3 dates. J'ai fait le Team Gad, j'ai fait le Casif, j'ai fait aussi les festivals de Guelma. Ça s'est hyper bien passé. Super. En tout cas, on va continuer à en parler. En tout cas, vous êtes là aujourd'hui dans Bonjour d'Algérie pour faire la promo aussi de votre album, mais pas que, puisque vous allez aussi être invité dans d'autres émissions, notamment l'émission avec Halim Maouchi, Ma télé à moi, où on en saura plus sur votre parcours et sur vos influences musicales, mais aussi avec Karim Amiti dans l'émission, dans son émission culturelle. Adorable. Donc, voilà, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci. Ça a été rapide, mais c'est juste pour annoncer un petit peu votre actualité. Merci Kamel, à très bientôt. Merci. Alors, sur Canal Algérie. C'est-à-dire, je fais un petit bonjour à mon label à Paris, Sésame International, avec toute l'équipe. J'embrasse Alzel Aziza. D'ailleurs, dans le prochain album que je signe aujourd'hui, il y a une chanson que j'ai dédiée à Alger, qui s'appelle Shal Ajbouli Nas Asema. Très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Kamel. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés. Puis bonne journée à vous tous. Demain, la même heure, 8h, 9h30 avec notre équipe du Bonjour d'Algérie. Au revoir. يا جملة الحبايب